Toute la journée, les pêcheurs remontent les filets. Les requins marteaux et les requins soyeux sont les principales victimes. La mort des requins semble si récente que Sandra espère encore, contre toute logique scientifique, trouver des bébés vivants dans le ventre de leur mère. Mais même dans ce cas, les bébés n'auraient aucune chance de survivre une fois remis à l'eau. Ils sont morts, hein? Non? Si, je pense. Ils sont morts, n'est-ce pas? On vérifie. Ouais, t'as encore le cordon. Bébé Silky. Bébé Silky. Tire-le tout dehors, on le met là. Sans couper les sacs. Là, il y en a un autre, là. Quantas hembras? Tina note l'inventaire. Un mâle? Non, casse pas ça. Mâle. Femelle. Non, sont 6. Mâle. Il y en a encore un. Femelle. Deux femelles, deux mâles. Un autre mâle, trois mâles? Oui, trois mâles, trois femelles. À la fin de la journée, 102 jeunes et femelles s'entassent sur le pont. Aucun bébé n'a survécu. Celui-là, c'est une forme de cannibalisme intra-terrestre. Ah oui, d'accord. Il y a seulement 2 km. Ces requins sont vivipares. Le massacre des mères détruit aussi la génération suivante. Ainsi disparaît une espèce. La Marine nationale est enfin arrivée. Sandra va faire son rapport. La marine colombienne applique la loi avec rigueur. Le Queen Elizabeth va être escorté jusqu'au port de Buenaventura, la pêche confisquée, le capitaine mis en garde à vue avant de passer en jugement. La tempête et les pirates ont fait perdre beaucoup de temps. Le compte à rebours est commencé et Sandra craint de ne pas pouvoir atteindre son objectif final, faire la biopsie pour réaliser enfin l'analyse génétique du requin. Le féroce n'est pas revenu sur son territoire. Apparemment, le courant du Nord ne lui convient pas. Il provoque un enfoncement anormal à cette saison de la couche d'eau froide où il vit d'habitude. Pour le retrouver, Sandra explore inlassablement les zones les plus profondes à proximité de tous les sites où il a été aperçu. Malgré le ciel bleu, les courants sous-marins restent très violents. Après 2, parfois 3 descentes par jour, les plongeurs sont épuisés et le requin reste invisible. Le seul monstre rencontré ce jour-là est une tortue. Les crustacés parasites l'emprisonnent d'une gangue si pesante qu'elle va bientôt mourir, incapable de nager et de se nourrir. Pascal décide de lui sauver la vie.
Tous les animaux marins sont la proie des parasites. Le requin féroce lui-même en est couvert. Pour s'en débarrasser, les poissons ont mis au point plusieurs stratégies. Les carangues arc-en-ciel se frottent vigoureusement contre le rocher. D'autres se font déparasiter par les poissons papillons ou les labres. Les cérioles ont choisi la technique du bain de sable. La tortue verte sert de pierre ponce aux carangues arc-en-ciel. Cette autre tortue verte sera bientôt menacée par la pousse des algues sur sa carapace. Les jours passent, Sandra désespère, le requin reste introuvable. Les plongées se succèdent jusqu'au coucher du soleil, en vain. Pour beaucoup d'espèces, le crépuscule est le moment de la reproduction. En prélude aux nuits sans lune, les parentias se rassemblent par centaines. Les femelles émettent des nuages d'œufs qui sont immédiatement fécondés par les mâles. Quand tout est fini, une carangue se précipite pour manger les œufs. Au crépuscule, les mérous prennent eux aussi le chemin de la reproduction. Des femelles décidées à se reproduire enveloppent langoureusement le gros mâle qu'elles courtisent.